Salut les belovers et les belovers. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme on l'a dit la vidéo précédente, on va parler de ruches bourdonneuses et s'occuper de nos ruches. C'est parti. Comme on l'a dit en introduction, on est là pour parler aujourd'hui de ruches bourdonneuses. On l'a vu la précédente vidéo où la ruche 1 et la ruche 2 sont devenues bourdonneuses. On va regarder à quoi ça correspond, comment les traiter. Traiter dans un sens, étant donné que ces ruches sont perdues malheureusement. On va voir ce qu'il faut faire par la suite une fois qu'on découvre que ces ruches sont bourdonneuses. Au stade de la ruche bourdonneuse, il s'agit en fait d'une ou plusieurs ouvrières qui, ne sentant plus la reine, donc plus de ponte, va décider de prendre le relais justement sur la ponte. Le problème avec cette abeille qui va reprendre le relais sur la ponte, c'est que vu qu'elle n'est pas fécondée, elle va donner naissance qu'à des mâles. Elle va faire que des œufs mâles. Et c'est justement là où on va parler de ruche bourdonneuse parce qu'elle va avoir exclusivement que des abeilles mâles, donc des faux bourdons. Comment vérifier du coup qu'une ruche soit bourdonneuse dans un rucher? On a plusieurs facteurs. On l'avait dit la dernière fois lors du début de la visite, on avait quand même une présence de faux bourdons qu'on avait sur les ruches et qui m'inquiétait un petit peu. Ça, c'est un premier facteur. À cette période, il ne devrait pas y avoir autant de proportions de faux bourdons. Ensuite, les observations vont se faire plutôt pendant la visite. Donc effectivement, comme on l'a vu sur nos ruches, on n'a plus de présence de reine, tout simplement. La reine n'est plus là où elle est morte. La deuxième chose, c'est qu'on peut s'apercevoir, comme la vidéo précédente, du couvain mâle, assez disproportionné, beaucoup au milieu, souvent, à l'intérieur des cadres. On a aussi, si on observe bien, chose que je n'ai pas faite là, la dernière vidéo parce que je n'étais pas assez documenté sur le sujet, les ouvrières qui pondent, en fait, ne pondent pas bien à l'intérieur de la cellule. Quand on regarde une ponte de frêne, on peut s'apercevoir que les œufs à l'intérieur sont bien droits les premiers jours et bien au centre de la cellule. L'ouvrière, elle, qui n'a pas un abdomen assez long, va justement pondre un peu comme elle peut, et les œufs vont se retrouver un peu éparpillés n'importe comment dans la cellule, et ne pas être vraiment bien centrés comme la reine. Au niveau de la ponte, on peut aussi s'apercevoir que dans la même cellule, on peut retrouver la présence de plusieurs œufs, donc les abeilles vont revenir pondre plusieurs fois à l'intérieur de l'œuf. Et on peut aussi s'apercevoir aussi, quand on manipule les cadres, un vol assez désordonné. Les faux bourdons, justement, qui n'ont pas de dard, ne piquent pas, vont venir taper sur les vêtements. Et on peut voir vraiment des attaques désordonnées par rapport à d'habitude quand c'est les ouvrières qui s'occupent de la défense. Une fois qu'on a identifié qu'une ruche est bourdonneuse, on va donc maintenant voir ce qu'il faut faire dans le rucher. Donc on va non pas sauver la colonie, parce que celle-ci est vouée à la mort, malheureusement, étant donné que la reine est déjà morte depuis un bon moment, qu'on n'a pas à cette période de reine à disposition de la part des éleveurs, que ce soit des reines fécondées ou non, pour essayer de l'introduire à l'intérieur et de la faire accepter. Mais là, malheureusement, vu la saison, c'est foutu pour ces ruches-là. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer à minima de sauver la ruchette. On va la transvaser dans une grande ruche pour qu'elle ait plus d'espace et essayer de récupérer le maximum de réserve des autres colonies. Comme à chaque début de visite, on va donc venir enfumer les abeilles. Ici, on va les enfumer vraiment beaucoup, histoire qu'elles se gorgent le maximum de miel et qu'elles emmènent le maximum de provisions avec elles dans la nouvelle colonie. Donc on n'hésite pas à vraiment bien les enfumer. On va les enfumer aussi par le nourrisseur. Et là, on souhaite vraiment à ce que les abeilles se gorgent le maximum de miel. Donc, du coup, on enfume bien. Et on va laisser un petit moment, le temps que justement, elles remplissent leur abdomen de miel. Et là, on va emmener la ruche un petit peu plus loin dans le rucher afin de secouer les cadres. Du coup, on va quand même s'assurer qu'elle soit toujours bien bourdonneuse. Normalement, il n'y a pas de surprise, on l'a vu la dernière fois. Mais on va voir, on ne sait jamais s'il y a toujours de la ponte de mâle. On va donc venir prendre de suite un cadre central. On ne va pas s'embêter pour regarder si on a toujours bien les cadres typiques de la ruche bourdonneuse. Comme ça, je vais pouvoir le montrer. Et peut-être aussi un peu de ponte d'une abeille ouvrière. Voilà, on a toujours ce couvain particulier, le couvain bombé de faux bourdon.
Et on peut le voir, hein. Là, il y a quasiment que des faux bourdons dans la ruche. Donc effectivement, ici, pas de surprise, on le voit très bien, c'est bien une ruche bourdonneuse, on a tous les éléments justement qui le prouvent. On va donc s'en occuper et comme je l'ai dit, non pas sauver la colonie, mais le peu d'ouvrières qui restent à l'intérieur. Par rapport à il y a 2 semaines, on voit là, c'est ici une proportion vraiment démesurée de faux bourdons. On a quasiment que de faux bourdons sur tous les cadres qui sont en train de justement vider toutes les réserves. On va donc les enlever afin d'essayer de garder le maximum de réserves pour profiter à la colonie qui nous reste. Ce qu'on va faire du coup, c'est qu'on va venir secouer les cadres de la colonie. On va déplacer la ruche à environ 30-40 mètres de son emplacement initial. Les ouvrières qui ont, elles, l'habitude de sortir de la ruche vont instinctivement revenir à cet emplacement et essayer de se faire accepter dans une autre colonie, vu que la ruche ne sera plus à cet emplacement-là. Le fait d'avoir enfumé en tout début de visite un maximum les abeilles, c'est que les ouvrières vont vraiment se gaver de miel et auront beaucoup plus de chances de se faire accepter dans une nouvelle colonie une fois qu'elles ramènent en plus des provisions. La deuxième chose pour laquelle on s'éloigne un minimum de l'emplacement initial, c'est que les abeilles qui ont repris la ponte dans la colonie sont maintenant désormais trop lourdes pour voler. Alors, en ayant pris la ponte, en fait, leur abdomen a commencé à gonfler un petit peu et elles n'ont plus la capacité maintenant de se déplacer sur de longues distances et vont rester du coup ici. Si elles s'étaient introduites dans la nouvelle ruche, il y aurait eu de probabilités pour qu'elles tuent la nouvelle reine et continuent la ponte justement à sa façon. Et on ne veut surtout pas avoir ce cas de figure, sinon on n'aurait plus de ruche du tout. Allez, on va donc secouer les cadres, on va pousser un petit peu ce candi. Donc effectivement, ça c'est une erreur, hein. On a eu beaucoup de commentaires sur la dernière vidéo. D'ailleurs, merci à tous ceux qui ont essayé de m'aider pour m'améliorer. Mais effectivement, le candi n'était largement pas nécessaire étant donné qu'il n'y a plus de colonies à sauver et qu'il n'y avait pas de nécessité à en poser. Comme je le dis depuis le début de ma chaîne, je suis qu'un amateur, je n'ai pas la prétention d'être un apiculteur professionnel et justement, les vidéos sont là à la fois pour avoir un suivi de l'évolution de mon rucher, mais aussi de pouvoir avoir quelques conseils en cas de besoin, comme vous l'avez fait, et je vous en remercie encore une fois. Alors pour secouer les cadres, c'est plus simple, on va se mettre sur un endroit où il y a de l'herbe, et on va venir faire tomber les abeilles. Donc là c'est un cadre de couvain, c'est un cadre qu'on ne récupérera pas, histoire de ne pas parasiter l'autre colonie qu'on va essayer de renforcer. Et on va faire pareil avec tous les cadres. Là, ce cadre, c'est un cadre à la base de provision. On voit qu'il a été bien attaqué, qu'il n'y a quasiment plus rien à l'intérieur. Mais justement, le fait qu'il n'y ait plus rien, ni de ponte, ni de provision, ça pourra servir à avoir un cadre déjà construit pour la prochaine colonie. Là, ce cadre, par contre, on peut voir quand même pas mal de couvains de faux bourdons. Donc, on va éviter de le mettre dans la nouvelle colonie. Là, on voit quand même pas mal de débuts d'amorce qu'on avait vu dans la précédente vidéo. Et je me demande justement si c'est pas l'ouvrière qui a repris la pente qui a éliminé pour éviter la concurrence, justement. On voit qu'elles sont totalement détruites. Voilà, là on a un cadre vraiment très lourd. Un très bon cadre justement pour enfouer les réserves de la ruchette. On va rassembler avec de nouvelles ouvrières. Lui, on va vraiment le conserver et le rajouter dans l'autre ruche. Là, après l'avoir secoué, on le voit bien. C'est quasiment que de la réserve, donc beaucoup de miel operculé, du pollen dans les autres cellules. Un très beau cadre de réserve. Allez, on va faire tomber les quelques abeilles qui restent à l'intérieur de la colonie. On va utiliser cette ruche pour rassembler la ruchette dans une plus grosse ruche, donc du coup on va en profiter pour nettoyer un petit peu quand même. Donc là on peut donc bien voir les effets d'avoir tapé la première ruche et que les ouvrières commencent à revenir à l'emplacement initial du rucher et de trouver du coup une nouvelle colonie pour se faire accepter. On va maintenant s'occuper de la ruchette, on va transvaser la ruchette dans une grosse ruche avec le maximum de réserve, histoire qu'elle profite justement de tout le travail des anciennes colonies et qu'elles ne soient pas perdues au profit des faux bourdons qui sont là uniquement pour se reproduire, donc aucune reproduction prévue à l'heure actuelle, et qui se nourrissent et impactent justement toutes les réserves dans la colonie. Allez, on va essayer de faire très vite avec la ruchette, étant donné qu'on avait vu que la dernière fois, il y avait quand même la reine, donc on va essayer d'aller assez rapidement.
n'a pas trop de soucis avec celle-là normalement. On va juste transférer les cadres en faisant bien attention effectivement de respecter l'ordre, à savoir les provisions plutôt sur les rives et le couvain plutôt au cœur de la ruche. Allez, c'est parti. Donc là, on a de la réserve. On va la mettre en avant-dernier parce qu'on avait vu qu'on avait un très très beau cadre de réserve justement sur l'autre ruche. Ici aussi de la réserve. Pareil, on va le mettre sur la rive. Ici, on a mi-couvain, mi-réserve. Donc ce sera parfait pour faire la transition justement. Et on voit bien ici du couvain femelle, du couvain bien plat. Et voilà, une bonne nouvelle, c'est qu'on peut voir la reine sur le cadre en train de travailler. La ruchette se porte toujours aussi bien. Et pareil, une très bonne zone de couvain operculé femelle, signe que la reine a bien repris la ponte et que la saison recommence bien. Je vais juste décaler un petit peu les réserves que j'avais trop serrées ici. On va maintenant s'occuper de la ruche numéro 2. Donc de la même manière que la 1, on va venir les enfumer assez fortement, histoire qu'elles se gorgent de miel au maximum. Pareil de ce côté, on va venir enfumer encore les abeilles par le nourrisseur. Allez, pareil avec la 2, on va venir secouer tout ça. On va regarder vite fait le cadre par acquis de conscience. Mais comme pour la première, je ne m'attends pas à avoir de bonnes nouvelles. Mais j'aimerais bien au moins vous montrer si on peut avoir un petit peu de ponte pour vous montrer justement cette ponte caractéristique d'une ruche bourdonneuse où l'abeille ouvrière va pondre plusieurs œufs et surtout un peu anarchiquement dans la cellule. Donc ça, effectivement, c'est un cadre à garder. Très très belle réserve. Encore une fois, un cadre très très beau sur la provision qu'on va garder au profit de la ruchette. Et donc là, justement, on peut voir une ponte caractéristique d'une ruche bourdonneuse. On voit plusieurs œufs dans les mêmes cellules. On voit qu'à l'intérieur, c'est pas non plus très régulier, que les œufs sont quand même excentrés par rapport à la cellule. Et ça, c'est bien le signe qu'une abeille ouvrière a repris la ponte. C'est bon, on vient de taper les 2 ruches et on peut déjà voir les effets de suite au niveau de la ruche restante. On voit que toutes les abeilles reviennent à l'endroit initial de leur maison. On a une belle grappe qui est restée aussi sur place là-bas. C'est sûrement les faux bourdons qu'on vient de taper et qui restent là-bas. On va cependant continuer à alimenter avec les cadres qu'on a récupérés dans les colonies la ruchette, qui est devenue maintenant la ruche numéro 1, la seule qui nous reste, avec des cadres de provision d'une part, puisque les faux bourdons vont sûrement s'inviter à la partie pour pouvoir manger le maximum de provisions à l'intérieur, mais aussi des cadres secs, donc des cadres vides, à la fois pour que la reine puisse pondre, et pour pouvoir ramener les provisions de la part des ouvrières dans la colonie, puisque les beaux jours vont revenir. On essaye évidemment de respecter l'ordre de placement des cadres. Donc ici, le cadre sec, le cadre qui est vide, on va le situer entre le couvain et les provisions. Juste ici. Ça permettra à la reine d'avoir des cellules vides pour la ponte. Ici, le cadre très très bien rempli. On va le mettre en extérieur, d'autant plus que c'est de la cire assez récente. On le voit, elle est jaune, elle n'est pas noire. Donc on va vraiment la mettre à l'extérieur du cadre. Là ici, un cadre un petit peu vieux, un peu de réserve, beaucoup de cellules vides. Donc on va mettre le côté réserve du côté de la rive et le côté vide du côté du couvain. Celui-là pareil, on le voit, hein, cadre très récent, très jaune, même blanc sur l'operculation. Bien rempli en plus, donc on va le mettre en rive. On va maintenant refermer le tout, les laisser tranquilles. Il ne reste maintenant plus qu'à faire un tout petit coup de ménage dans le rucher. On va enlever les parpaings, les supports pour les ruches qu'on avait utilisées jusqu'à maintenant. Et on va ramener aussi les ruches non utilisées à la maison pour s'en servir plus tard dans l'année. On essaiera notamment avec la ruchette de faire un petit dessin de piège pour essayer de capter un essaimage. Et on verra avec la grosse ruche pour acheter pourquoi pas une colonie dans l'année, voire plusieurs. Mais ça, ce sera pour les prochaines vidéos. Sur la précédente vidéo, une personne m'a aussi conseillé de prendre une colonie hivernée. Donc la colonie hivernée à cette période, c'est très compliqué d'en trouver. Et quitte à prendre une colonie hivernée, autant repartir à neuf sur une nouvelle ruche. Une autre solution aurait pu être aussi de rajouter
une reine à l'intérieur, qu'elle soit fécondée ou non, avec la proportion de faux bourdons, on n'aura pas de problème pour la reproduction. Le souci étant que quand l'ouvrière reprend la ponte, c'est qu'il est déjà bien trop tard. C'est que la reine est morte depuis un bon moment, et les nourrices sont devenues, avec le temps, des butineuses, et ces butineuses n'ont plus la capacité d'élever correctement le couvain, et donc l'élèvera mal, et ce sera donc un échec à 99% du temps en introduisant des reines à l'intérieur. Et voilà pour cette vidéo. Donc comme on l'aura vu, on a essayé de rassembler un maximum de force dans la ruchette, qu'on a transformée en ruche du coup, que ce soit en termes de population, avec les ouvrières qu'on a récupérées des autres colonies, ou en termes de provisions, puisqu'on a rajouté un maximum de provisions à l'intérieur. On essaiera dans la saison soit de se procurer de nouvelles ruches, soit essayer de capturer un essaim, et on essaiera justement de continuer sur l'optique d'étendre un peu le rucher, malgré qu'on repart encore moins bien qu'au début de la saison précédente. Comme d'habitude, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner à ma chaîne, et n'oubliez pas, be happy and be safe.